commence en 1991, lorsque l'animateur Elwy Yost parle du film Runaway Train à son fils scénariste Graham, qui travaille également pour la télévision. Ce fameux long métrage raconte comment deux prisonniers s'évadent d'une prison de haute sécurité en Alaska. Après une marche éprouvante, ils montent à bord d'un train où le conducteur meurt subitement d'une crise cardiaque peu de temps après avoir mis en route les machines. Les freins lâchent, la vitesse du convoi augmente et les soucis commencent. L'auteur adore l'idée, mais pense qu'elle serait meilleure si on rajoutait une bombe dans le train. Je me souviens avoir déjeuné avec un ami écrivain et je lui ai dit que j'avais cette idée de film. Il y a une bombe dans un bus qui est prête à exploser à tout moment. Et il a dit « c'est une bonne idée, tu devrais faire ça ». J'ai donc commencé à travailler sur Speed. J'avais probablement écrit 10 scénarios de films auparavant, dont aucun ne s'était vendu, mais je savais en quelque sorte qu'avec ce projet, j'avais une idée très commercialisable. Il écrit alors un premier scénario au début de l'année 1991 qu'il intitule tout d'abord Minimum Speed, car à la base, la bombe se déclenchait lorsque le bus dépassait les 20 miles. Mais trouvant le titre peu flatteur, il souhaite modifier son concept. Il en parle donc à l'un de ses amis, qui lui suggère plutôt l'idée d'une bombe prête à exploser si la vitesse du bus est en dessous des 50 miles. Inspiré par cette idée brillante, il corrige son histoire remplie de plusieurs séquences d'action et change bien sûr son titre qui devient tout simplement Speed. Après avoir terminé cette première ébauche, Yost envoie son manuscrit à la Paramount. Dans l'attente d'une réponse, il est embauché en tant que scénariste pour la série La Fête à la maison, mais espère partir le plus vite possible, car il ne se sent pas vraiment à sa place dans ce genre de projet. Et heureusement pour lui, il est viré au bout de seulement 9 semaines. Et comme par hasard, c'est le lendemain que la société de production achète son script. La Paramount pense même prendre John McTiernan pour la réalisation, mais il refuse, estimant que l'histoire ressemblait trop à Die Hard. Yippee-ki-yay, motherfucker. Cependant, il propose à la place son directeur de la photographie, Jan de Bont, qui avait travaillé sur plusieurs films comme L'Arme Fatale 3 et Basic Instinct. Or, une autre personne est intéressée, un jeune homme au nom de Michael Bay qui est à ce moment-là connu pour produire des clips vidéo. Mais jugé trop inexpérimenté pour une telle production, c'est de Bont qui sera finalement engagé. Mais au fil des semaines, la société change d'avis concernant le film, pensant que le public n'allait en fin de compte pas adhérer à un long métrage de 2 heures qui se passe exclusivement dans un bus. Alors, Yost et de Bont se tournent vers la 20th Century Fox, qui avait récemment sorti Piège de cristal en 1988. Emballés par cette idée simple et originale, les producteurs demandent malgré tout de rajouter plusieurs séquences d'action, en dehors du bus, pour être sûr de tenir le public en haleine. Le metteur en scène propose alors de commencer le film avec une longue scène d'ouverture où une bombe est cachée dans un ascenseur. Pour cette séquence, il s'est inspiré de son expérience sur Die Hard, où lui et quelques membres de l'équipe sont restés coincés dans un ascenseur au 40e étage durant quelques heures. Une très mauvaise expérience qu'il gardera en tête toute sa vie car le pauvre homme est claustrophobe. De son côté, l'auteur décide de conclure le long métrage dans une rame de métro pour créer la surprise. Juste avant le tournage qui arrive à grands pas, Graham est aidé par d'autres scénaristes comme Paul Attanasio et le futur créateur de Buffy contre les vampires, Joss Whedon, pour modifier certains passages. Joss Whedon a réécrit 99% des dialogues. Nous étions parfaitement synchronisés. Je n'ai juste pas su écrire les dialogues aussi bien que lui. L'histoire est relativement simple. Elle nous invite à suivre Howard Payne, un policier à la retraite qui prend en otage un ascenseur bondé dans un immeuble de Los Angeles et qui réclame une rançon. Mais son projet échoue grâce aux 2 officiers, Jack et Harry. Pour se venger, Payne pose une bombe dans un bus qui risque d'exploser si la vitesse passe en dessous des 80 km/h ou si quelqu'un essaie de descendre. There's a bomb on a bus. Once the bus goes 50 miles an hour, the bomb is armed. If it drops below 50, it blows up. Jack réussit à monter dans le véhicule et tente de désamorcer la bombe. Mais les choses se compliquent lorsque le chauffeur prend une balle perdue. C'est donc Annie, l'une des passagères, qui se retrouve au volant et qui va devoir aider Jack dans cette effroyable course contre la mort.
fois le script bouclé, tout le monde se demande qui pourrait jouer le héros Jack Traven. La société pense tout de suite à des stars comme Tom Cruise, Tom Hanks, Wesley Snipes et Woody Harrelson, mais tout ce beau monde refuse. Yann de Bond a finalement choisi Keanu Reeves après l'avoir vu jouer un agent du FBI dans Point Break. Il a estimé qu'il avait l'air à la fois fort et vulnérable, et il aimait le fait que le comédien ne cherchait pas à être une star de film d'action à la Schwarzenegger. L'engager dans un film comme celui-là était donc très intéressant. Et comme le metteur en scène voyait le personnage musclé avec les cheveux courts, Reeves se soumet à un entraînement intensif et décide de se raser la tête. Quand Keanu est arrivé au studio, tout le monde a eu peur en le voyant pour la première fois. Il était méconnaissable, il ne restait qu'un millimètre. Heureusement, ses cheveux ont repoussé très vite comme on peut le voir dans le film. Je savais que Keanu allait être parfait dans le rôle après l'avoir vu dans Point Break avec Patrick Swayze. Sa vraie force, c'est qu'il apporte sa vulnérabilité. Et donc, il n'apparaît pas trop menaçant pour les hommes et les femmes le trouvent très séduisant. Pour le personnage d'Annie, Yost a déclaré qu'il avait initialement écrit le personnage en tant qu'afro-américaine. Le rôle a d'abord été offert à Halle Berry, mais elle a décliné la proposition. Une décision qu'elle a regrettée quelque temps après. Du coup, le personnage a été réécrit et c'est Meryl Streep et Kim Basinger qui sont approchés. Mais pas de chance, les deux actrices ne sont pas intéressées. Il y avait une version d'Annie où elle était monitrice d'auto-école. Dans la première version, elle était afro-américaine et ambulancière. Je voulais expliquer pourquoi elle pouvait si bien conduire dans une situation pareille. Finalement, elle est juste devenue une personne lambda. Juste après avoir créé ce personnage, la première personne à qui nous avons pensé était Halle Berry, mais elle n'était pas intéressée. Après ça, j'ai pensé à Ellen DeGeneres. Elle avait joué dans plusieurs films et quelques sitcoms et elle était drôle. Je voulais justement quelqu'un de drôle pour le rôle. Je ne pense pas que ce soit aussi ridicule que les gens le prétendent maintenant, parce qu'elle est incroyablement talentueuse. Et finalement, c'est Sandra Bullock qui est engagée. Elle était apparue l'année précédente dans le film de science-fiction Demolition Man, aux côtés de Stallone. Et enfin, pour le méchant, l'équipe recherchait quelqu'un qui ressemblait presque à Monsieur Tout-le-Monde. Une sorte de mec au visage gentil qui a juste pété un câble. Et finalement c'est Dennis Hopper qui obtient ce rôle. Le tournage commence officiellement le 7 septembre 1993 à Los Angeles avec un budget serré de 30 millions de dollars. Si les premières semaines se passent plutôt bien, c'est une mauvaise nouvelle qui vient chambouler tout le programme durant le deuxième mois. Le comédien et ami proche de Reeves, River Phoenix, meurt le 31 octobre 1993. It was just over a month ago that 23-year-old actor River Phoenix stumbled out of this trendy sunset nightclub known as the Viper Room and died of a massive drug overdose. L'acteur est évidemment sous le choc. Immédiatement, le metteur en scène décide d'alléger son planning. Ça l'a touché émotionnellement. Il est devenu très silencieux et il lui a fallu un certain temps pour s'en sortir tout seul et se calmer. Ça lui a fait très peur. Si dans un premier temps l'acteur est moins impliqué dans le projet, il va au fil des semaines s'impliquer davantage, jusqu'à même faire quelques cascades lui-même. Pour les séquences d'action, 14 bus ont été utilisés. 2 modèles pour les plans extérieurs, 2 autres pour les explosions, deux bus plus larges pour les plans en intérieur, un pour diverses cascades, un spécialement pour la scène du pont, et d'autres bus pour d'autres scènes où ils rentrent dans des voitures. En faisant des repérages sur plusieurs autoroutes, Yann de Bont remarque que certaines étaient en travaux, car elles étaient en réalité encore en construction. Et c'est à ce moment-là qu'il imagine cette séquence devenue culte. Pour cette scène, une rampe a été évidemment utilisée pour que le bus puisse sauter. Le véhicule utilisé était vide, à l'exception du conducteur qui portait un harnais qui le suspendait en l'air au-dessus du siège afin qu'il puisse gérer la secousse à l'atterrissage et éviter toute blessure. Car dans les années 70 et 80, de nombreux cascadeurs ont eu la colonne vertébrale brisée suite à ce genre de prise. Cependant, la cascade ne s'est pas déroulée comme prévu la première fois. Pour obtenir un joli saut, l'équipe avait enlevé tous les sièges des passagers pour le rendre plus léger. Au premier essai, le cascadeur a raté la rampe et le bus s'est écrasé, le rendant inutilisable. Dans notre série Régis est un con, aujourd'hui, Régis est un gros con. Cet incident n'a d'ailleurs pas été signalé au studio à l'époque. C'est seulement 2 jours plus tard, en mettant en place la deuxième tentative, que la prise a pu être tournée. Mais encore une fois, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. L'autobus devait en réalité faire un saut de seulement 6 mètres.
Le metteur en scène avait placé plusieurs caméras dans l'optique de capturer l'atterrissage sur plusieurs angles différents. Mais contre toute attente, le bus a finalement fait un bond de 15 mètres. Il s'est d'ailleurs écrasé sur plusieurs caméras. Mais heureusement, une autre caméra placée à environ 25 mètres de la rampe a tout enregistré. Il y a au moins 10 passages du film où je me dis toujours « Oh mon Dieu, comment Yann a-t-il pensé à ça ?» C'est tout simplement génial. Mais le saut du bus posait un vrai problème. Il a dit « Je veux qu'il y ait un moment au milieu du film où l'on croit que la partie est terminée et qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir. » Selon les lois de la physique, ils ne pouvaient pas s'en sortir, mais selon les lois du cinéma, ils ont réussi à survivre. Ce passage a beaucoup divisé. Ça peut sortir certaines personnes du film, et ils peuvent même se dire que c'est juste ridicule. Mais ceux qui ont apprécié ne peuvent qu'apprécier la deuxième heure qui suit. Une autre scène est gravée dans l'esprit des spectateurs. Je veux bien évidemment parler de la séquence où le bus fonce dans un landau. Quelqu'un qui travaillait chez la Fox a demandé si le bus ne pouvait pas heurter quelque chose comme un landau. Et puis, je me suis souvenu d'un gars que j'avais vu avec un caddie à New York en train de ramasser des canettes et des bouteilles. Et j'ai pensé, et si quelqu'un utilisait un landau pour faire ça ? Yann a eu l'idée d'utiliser un landau anglais classique au lieu d'un modèle moderne. Pendant 2 secondes, les spectateurs nous ont détestés et n'arrivaient pas à croire que nous l'avions fait. Puis, les canettes sortent et c'est à ce moment-là où les soulagements et les rires apparaissent. Le tournage se termine le 23 décembre 1993. Après la post-production, des projections tests sont effectuées pour voir si le long métrage a une chance d'être un grand succès. Et de ce côté-là, les producteurs sont conquis. Les projections se passent merveilleusement bien. On dit même que les spectateurs qui avaient une envie pressante restaient devant l'écran dans le but de ne pas rater une seule seconde. Speed devait initialement sortir en août 1994, mais la Fox voulait sortir un long métrage pour concurrencer la famille Pierre à Feu. Ils ont donc sorti le long métrage le 10 juin. Et comme on le sait tous, c'est un carton au box-office mondial avec 350 millions de dollars. Et le succès n'est pas que financier. Les critiques sont dithyrambiques. Diablement efficace grâce à la magie de cascades impressionnantes et globalement crédibles, Speed tient finalement sa promesse d'une œuvre décomplexée, entièrement vouée au culte de l'action tous azimuts. Il ne faut donc pas attendre la moindre subtilité de ce produit de grosse consommation, où les gentils sont vraiment bons et où le méchant, incarné avec un certain Dennis Hopper en roue libre, est définitivement une ordure. Aucune nuance donc dans ce spectacle balisé qui inaugure les dérives hollywoodiennes des années 90, notamment cette tendance à gonfler démesurément le budget de ce qui aurait dû rester une série B pour en faire un produit destiné à cartonner dans des multiplexes. Difficile de dire si c'est la nostalgie qui parle ou si le film a réellement bien vieilli. Mais quoi qu'il en soit, alors qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, on reste scotché devant son écran durant ces 1h50 d'action, de suspense, de tension, de rebondissement. Il est clair qu'en termes de ficelle scénaristique, Speed n'invente strictement rien, ni même d'ailleurs en ce qui concerne ses mécaniques pour faire monter la pression. Mais pourtant, il nous tient en haleine tout au long et ne laisse que peu de répit au spectateur qui a, une fois de plus, envie de voir le gentil flic sauver les otages des griffes du grand méchant diabolique qui a envie de les réduire en petits morceaux. Speed est tout bonnement un délice, car même si le scénario de Graham Yost tient sur un post-it, ce que reprochent souvent les détracteurs du long métrage, il offre pourtant plusieurs séquences incroyablement généreuses. Speed, c'est avant tout une promesse bien tenue. Ça va vite, ça va dans tous les sens et c'est juste génial. C'est un film palpitant et bourré d'action qui vieillit très bien. Ce qui fait de lui un si bon film, ce sont bien évidemment ses séquences d'action bien rythmées et surtout lisibles. Alors, loin de moi l'idée de jouer au vieux con, mais quand je vois les blockbusters d'aujourd'hui avec des budgets qui dépassent largement les 100 millions de dollars et qui ne sont même pas foutus de nous offrir un seul plan d'action correct, c'est vraiment un bonheur de revoir une œuvre bien réalisée qui sait mettre en avant ses nombreux rebondissements. De la scène d'ouverture où Jack et son équipe se précipitent pour sauver un groupe de personnes coincées dans un ascenseur, à la confrontation finale dans une rame de métro, on reste scotché à son siège durant 2 heures. C'est bien simple, la tension est toujours élevée et très bien gérée. Et ça, c'est en partie grâce à l'excellente bande originale servie par Mark Mancina. Au-delà de l'action qui rythme toute l'œuvre, les personnages sont également bien développés, et l'alchimie entre Reeves et Bullock est électrique. Il y a même des petits moments d'humour et de tendresse qui apportent un certain équilibre entre toutes ces explosions. Pour ne pas faire trop long, je vais conclure en disant que Speed est un classique indémodable, aussi nerveux que jouissif, qui se classe sans problème aux côtés des plus grands films d'action des années 90.
L'acteur Jeff Daniels, qui jouait Harry, n'était pas fan du scénario pendant le tournage et pensait même que le long métrage allait être un échec. Mais il a très vite changé d'avis lorsqu'il a vu le résultat final. Yann de Bont a dit que durant certaines séquences d'action, on pouvait apercevoir des caméras un peu partout. Bien que cela ne fasse pas partie du scénario original, Keanu Reeves et Yann de Bont ont tous les deux convenu que mimer une gomme à mâcher était un moyen ingénieux de préfigurer les sentiments instinctifs de Jack Traven, exposant ainsi sa pensée au public sans aucun dialogue. À la base, Keanu Reeves ne devait pas briser la vitre de la porte du bus au début du film. C'était en réalité un accident qu'ils ont gardé au montage. La scène dans laquelle Annie sort son chewing-gum de sa bouche et fait semblant de le mettre sur son siège afin d'avoir une bonne excuse pour changer de place a été improvisée par Sandra Bullock. Les metteurs en scène Renny Harlin et Quentin Tarantino se sont vus offrir la possibilité de diriger Speed. Tarantino a nommé plus tard le film comme l'un de ses 20 films préférés depuis 1992. A l'origine, Jack Traven ne devait pas faire face à un seul méchant, mais deux. En effet, l'officier devait se faire trahir par son collègue et ami Harry. Mais Graham Yost précise que ce retournement de situation était particulièrement compliqué à rendre crédible, raison pour laquelle il a abandonné l'idée. Le film est sorti juste avant qu'O.J. Simpson ne soit poursuivi par la police après avoir été soupçonné de meurtre. Durant cette affaire très médiatisée, de nombreux spectateurs qui ont vu Speed dans les salles ont remarqué à quel point certaines scènes ressemblaient à la poursuite entre la police et le suspect. D'après plusieurs sources, il manquait l'argent nécessaire pour tourner la fin dans le métro et le studio ne voulait pas donner plus d'argent. Lorsque le film a été présenté pour la toute première fois à un public, les scènes du métro étaient donc des storyboards animés. Le public les a tellement aimés que le studio a trouvé les fonds nécessaires pour tourner au plus vite les scènes. Et voilà, c'est tout pour Speed. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.